Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouvel update lecture qui regroupe à peu près une semaine et demie de lecture. J'ai eu des lectures, d'habitude je m'arrête bien le dimanche et j'en prends le lundi, mais là du coup ça s'est un petit peu superposé et j'ai enfin retrouvé mon rythme de lecture puisque je me suis habituée à mon rythme de boulot, etc. Donc je vais pouvoir vous parler de tout ça et on commence tout de suite. Il y en a vraiment pour tous les goûts dans ce book haul parce qu'il y a un manga, une BD, un roman historique, un roman contemporain et du fantastique, donc vraiment il y en a pour tout le monde. Le livre le plus vieux qui attendait désespérément que je vous en parle, c'est La 9e maison de Lee Bardugo aux éditions de Saxus, donc c'est une sortie qui a pas mal fait parler d'elle. La première chose à vous dire, c'est que ce n'est pas du young adulte, c'est un roman fantastique pour adultes, c'est de la fantaisie adulte et je pense qu'il faut le savoir parce qu'il y a des éléments un petit peu qui peuvent choquer, qui peuvent heurter les sensibilités à l'intérieur, donc ce n'est pas du young adulte et je pense qu'il faut le savoir avant d'entamer cette lecture. Dans ce roman, on va suivre Alex qui, après un démarrage de vie un petit peu particulier, perdu dans la drogue, etc., va être recruté par l'université de Yale. On va lui proposer de faire ses études dans la prestigieuse université de Yale en l'échange de la collaboration à une société secrète qui est la 9e maison. La 9e maison où l'été, en fait, elle est chargée de surveiller la pratique de la magie et tous les rites un petit peu obscurs des autres maisons secrètes, donc les 8 autres maisons, et donc celle-ci on l'appelle la 9e maison puisqu'elle est en charge de gérer toutes les autres. Vous l'aurez compris, on parle donc de rites magiques un petit peu particuliers et Alex est un point fort au sein du l'été puisque elle est capable de voir les fantômes et ce sans prendre une substance particulière qui permet à une personne de les voir pendant un court laps de temps. Elle les voit tout le temps. Pire que ça, ils peuvent la toucher, ils peuvent communiquer avec elle et c'est un cauchemar pour elle, mais un atout pour le l'été. On va en savoir un petit peu plus sur son passé, savoir d'où elle vient et Alex va se retrouver du coup à enquêter sur le meurtre d'une jeune fille qui a l'air d'être liée à la pratique de la magie par les sociétés secrètes et donc on va vite comprendre qu'elle n'est pas censée trop enquêter là-dessus et au fur et à mesure de son enquête, on va apprendre des choses sur elle, sur qui elle est et sur sa magie un petit peu particulière. Dit comme ça, le résumé a l'air plutôt fluide. Il faut savoir que c'est un livre qui était très dense. Ça n'a pas été une lecture très facile pour moi. D'habitude, un roman de 400-500 pages, je vais le lire en 4-5 jours grand maximum. Là, c'est un livre que j'ai traîné depuis 2 semaines. Alors, certes, je suis partie en vacances, il y a eu plein de choses qui se sont passées et j'étais pas forcément, j'avais pas forcément la tête à la lecture, mais ça reste une lecture qui était très dense. J'ai mis du temps, par exemple, c'est un peu bête, mais j'ai mis du temps à comprendre qu'on avait au début du récit 2 temporalités, qu'on avait des flashbacks, qu'il y avait plein de choses comme ça. J'ai vraiment mis du temps à rentrer dedans. Au bout presque des 300 pages, j'en pouvais plus, j'avais envie que ça s'accélère. C'était difficile. C'était une lecture qui était laborieuse, qui demande vraiment d'être à fond. Ça se lit pas tout seul, ça c'est sûr et certain. Mais après, j'avoue qu'aux 100 dernières pages, j'avais vraiment envie de continuer, de savoir. J'ai vu qu'il y avait une suite, en tout cas ça laisse penser qu'il y aura une suite et je lirai la suite. Mais c'était un roman particulier. Voilà, c'est un roman qui était compliqué, mais en même temps que j'ai trouvé intéressant sur plein de points, plein d'aspects. Il y a plein de choses qui étaient vraiment passionnantes, mais c'est complexe. C'est complexe à lire, ça se lit pas du tout avec beaucoup de fluidité. Mais l'univers était sympa, la pratique de la magie sombre avec ses sociétés secrètes, moi j'ai beaucoup aimé en fait l'ambiance et l'univers. Les personnages sont pas forcément faciles non plus, j'ai pas forcément réussi à m'attacher à beaucoup de personnages, mais je pense que l'ambiance et l'univers qu'elle a créé fait tout et qu'on s'accroche quand même. Moi personnellement je me suis quand même accrochée, mais j'ai vu beaucoup de gens qui avaient abandonné cette lecture parce que c'est très dense et je pense qu'il faut le savoir. Donc soit on y va en se disant ok je vais galérer mais à la fin voilà je vais être content de l'avoir lu parce que l'univers est chouette et moi personnellement j'avais jamais lu de romans qui se passaient dans les sociétés secrètes comme ça, des universités. J'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. La pratique de la magie elle est assez obscure, il y a beaucoup de choses liées aux morts et aux fantômes et c'était sympa. Bon c'est bizarre à dire comme ça mais c'était sympa. Mais du coup voilà, il faut se dire que ce sera pas un roman facile qui va se lire tout seul, mais en tout cas
j'ai pas forcément apprécié ma lecture en tant que telle puisqu'elle était dense, mais j'ai apprécié le livre, le contexte et je lirai la suite. Ensuite, j'ai lu aux éditions Actes Sud Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu qui a été le Goncourt en 2018. Je voulais lire ce roman depuis un moment, sauf que il était cher, hein, c'était un grand format à 20 € et à chaque fois que je regardais d'occasion, il était toujours très cher. Et là récemment, le roman est sorti en poche aux éditions Babel, je crois, pas certaine, mais je crois que c'est Babel. Et donc forcément, le grand format est devenu un petit peu moins cher, ce qui m'a permis de mettre la main dessus et le lire. C'était encore une fois une lecture assez particulière parce que je l'ai autant détesté que je l'ai adoré. J'ai autant été dégoûtée que en même temps ravie de lire ce que j'étais en train de lire. C'est un petit peu particulier, c'est un roman qui parle de tout comme il parle de rien, qui évoque l'adolescence dans des classes sociales moyennes, qui frôlent avec des classes pauvres et des classes un petit peu plus élevées. Ça parle de l'adolescence, de la recherche de la sexualité, de la recherche du soi, de trouver sa place au sein d'une société et de suivre ou pas l'héritage familial. Ça traite beaucoup de ça, tous les atavismes familiaux, cette espèce de chemin tracé qui est un peu agaçant, pas forcément par rapport à l'histoire, mais en tout cas qui est agaçant dans la société de se dire est-ce que leurs enfants après eux peuvent faire autrement que toutes les erreurs et les chemins qu'ont pris les parents. Donc il y a énormément de discussions dans ce roman qui est assez marquant et qui, même une fois qu'on l'a refermé, questionne toujours sur beaucoup de choses. Au-delà de ça, j'ai trouvé que la plume de l'auteur, elle était vraiment très très intéressante parce que elle est très crue, elle est très vraie, elle utilise des mots avec une justesse incroyable et ça décrit des situations où je pense que on n'oserait même pas les dire ou essayer de les formaliser, mais c'est fait avec vraiment brio et je trouve que c'était assez passionnant en fait. Je peux pas dire que j'ai aimé cette lecture, je peux pas dire que je l'ai détestée, mais en tout cas elle me fait parler, elle me laisse pas indifférente et j'ai trouvé que ça brossait un portrait de l'adolescence qui était tellement vrai et tellement bien fait. On va suivre Anthony qui a 14 ans et qui passe l'été avec son cousin qui a l'air d'être une classe un petit peu plus élevée que lui, avec des amis, avec la recherche de petits amis, il y a des embrouilles, il y a la recherche de la bagarre, des espèces de clans, on se cherche une identité, on essaye de prouver qu'on est un homme par l'espèce de petite violence. Ça parle un peu des petits caïds, de ceux qui le deviennent un peu plus, ceux qui le sont juste d'apparence, enfin ça évoque plein de choses sans évoquer grand chose non plus et j'ai trouvé que c'était très intéressant. C'est particulier mais c'était très intéressant. Il faut pas se dire que ça va être une lecture très mouvementée où on va vouloir savoir quelque chose à la fin, où il y a une intrigue particulière. Non en fait, ça brosse juste le portrait d'une adolescence qui évolue ou pas, qui suit les traces des parents ou pas, et ce sur un court laps de temps. Et c'est vraiment un livre qui fait parler, qui se discute, qui questionne, qui bouleverse un peu les idées qu'on peut avoir. Et je pense que c'est voilà, le signe aussi d'un grand livre quand il nous bouscule un petit peu. J'ai également lu La Belle de Jérusalem aux éditions Charleston par Sarit Yishai Levi. Ça faisait partie de leur rentrée littéraire et c'était un livre qui me faisait très envie parce que ça va parler d'une famille pendant les années 40-50, du coup juste avant la création de l'État d'Israël, et ça évoque plein de choses au niveau historique, ça évoque l'immigration, ça évoque la Palestine quand elle était encore la Palestine sous occupation britannique, et puis la proclamation de l'État d'Israël. Ça parle des guerres, ça parle de la famine, ça parle de l'espoir. Et au sein de ce contexte, on va suivre la famille Hermosa et en fait sur plusieurs générations. Et on suit notamment Gabriella qui est face au décès de sa mère et qui va un petit peu puiser dans ses souvenirs et dans plein de choses pour nous raconter l'histoire de sa famille, puisqu'il semble y avoir une malédiction, comme elle l'appelle, pour toutes les femmes de la famille, c'est qu'elles épousent des hommes qui ne les aiment pas et qui ne les aimeront jamais. On va donc suivre Gabriella qui, au travers du regard de sa grand-mère, va apprendre un peu tout ce qui s'est passé dans la vie de sa mère qu'elle a jamais comprise vraiment, où il y a toujours eu une relation mère-fille un petit peu particulière, et elle va se rendre compte que sa mère avait également une relation mère-fille un peu particulière, avec la place du père et du mari un peu, comment dire,
En fait, dans cette famille, tous les hommes ont jamais fait un mariage heureux et ont eu en leur fille un regain de vie à leur naissance. Donc il y a un lien un peu particulier puisque la mère est presque jalouse de la fille et du lien qu'il peut y avoir en fait entre père-fille. Et on va voir qu'il se répète un peu sur plusieurs générations. Mais au-delà de ça, c'était vraiment très intéressant parce que c'était comme fouiller en fait dans un grenier ou dans un vieux journal et on apprend tout ce qui s'est passé sur 3 générations. Et j'ai trouvé que c'était assez passionnant. On n'est pas forcément dans une intrigue secrète famille comme peut faire Lucinda Riley avec beaucoup de suspense, beaucoup de mystère et d'envie de tourner les pages, tourner les pages, tourner les pages. Certes, on est à fond dans la lecture, ça se lit tout seul, mais il n'y a pas vraiment d'intrigue. En fait, ça raconte juste l'histoire de cette famille comme si elle était contée par notre grand-mère ou notre arrière-grand-mère et qui nous racontait ce qui s'était passé sur les générations précédentes. Et on apprend un petit peu tout ce qui s'est passé dans ce contexte de guerre avec cette culture particulière. J'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant et que ça changeait un petit peu de ce que je lisais dans les romans historiques et dans les secrets de famille parce qu'on était dans un contexte différent et qu'en plus la structure de l'histoire, voilà, je trouvais qu'elle était différente parce que c'est pas de l'intrigue, c'est pas le gros page turner, mais c'était juste franchement hyper intéressant et j'ai trouvé que ça se lisait super bien, que c'était je pense dépaysant pour ceux qui connaissent pas du tout Israël et cette culture. Donc c'était vraiment pas forcément un coup de cœur, mais en tout cas une lecture que j'aime beaucoup et que je conseille de plus en plus et que je compte faire passer à mes copines parce que il était vraiment bien fait. Ensuite, j'ai lu Sœur 10 par M.T. Anderson et Jo Ryu aux éditions Rue de Sèvres. Dans cette BD, on va retracer en fait la légende 10 qui est une légende bretonne et donc c'est une réécriture. Alors, il n'y a pas beaucoup de texte dans cette BD, c'est très contemplatif, c'est presque pas essentiellement, mais c'est beaucoup de narration par l'image et ça va raconter le destin de Rosen et Dahu, les filles de la reine Malven qui en fait avaient passé un marché avec un chevalier qui était également le roi d'une partie de la Bretagne. En fait, elle lui avait demandé de tuer son époux actuel et que s'il arrivait à faire cette mission, eh bien elle lui bâtirait une cité merveilleuse. C'est ce qu'il a fait et c'est ainsi qu'est née la cité 10, absolument sublime, avec une relation un petit peu particulière avec la mer. On comprend que la richesse de cette cité, le fait qu'elle ait une protection par rapport aux créatures sous-marines et aux créatures un petit peu dangereuses, c'est lié à la magie de la reine. Donc à son décès, eh bien, les sœurs vont très vite en fait rentrer en conflit. Rosen, qui est la digne héritière du trône, va partir se réfugier au sein de la forêt et devenir un petit peu ermite et vraiment se séparer de toutes ces mondanités et tout ça, alors que Dahu, elle, va incarner la royauté et faire un pacte un peu particulier avec la magie pour prendre le relais de sa mère dans la protection du royaume 10. Je vous en dis pas plus au niveau de l'intrigue parce que c'était relativement court et je pense que ça se dévore sans trop savoir où on va. Mais j'ai beaucoup aimé cette BD, premièrement parce que les graphismes sont magnifiques. Le trait de crayon est superbe, la colorimétrie et les accords couleurs sont vraiment très bien faits et nous emmènent tout seul en fait dans un univers particulier. J'ai beaucoup aimé la dualité de ses sœurs, j'ai beaucoup aimé le traitement de la trahison, j'ai beaucoup aimé la place de la femme aussi qui était faite dans cette légende. Alors je sais pas, j'ai jamais lu en fait la véritable légende, je sais pas si c'est une partie de réécriture ou si c'est assez fidèle, mais en tout cas j'ai trouvé que les personnages féminins étaient particulier. J'ai beaucoup aimé Rosen, j'ai beaucoup aimé encore une fois qu'on n'essaye pas de travestir leur caractère, que celle qui est pas du tout féminine, qui veut pas du tout de la royauté, qui croit pas au prince charmant, et elle se fasse pas avoir à la fin et qu'on nous présente pas un personnage féminin fort qui finalement finit par remplir les standards qu'on peut attendre d'elle. Donc j'ai beaucoup aimé voilà, les personnages féminins que j'ai trouvé vraiment bien. Et voilà, c'était assez enchanté, assez beau, assez sombre sur quelques aspects, mais c'était une très belle BD que je vous conseille franchement, n'hésitez pas parce que en plus de ça c'est un très gros ouvrage, très épais, très beau et je l'ai payé 20 €. J'ai trouvé ça pas très excessif parce que quand je l'ai vu et que j'ai vu son épaisseur, je me suis dit ok super ça va être 27 € la BD et pas du tout. Donc n'hésitez pas à découvrir cette légende bretonne parce que franchement c'était une super découverte. Enfin j'ai lu le tome 2 de Somalie et l'esprit de la forêt aux éditions Comico. Je vous avais déjà parlé du tome 1, je crois.
peut-être pas, je sais plus exactement où j'en suis avec mes updates lecture, mais dans ce manga, on suit Somali, donc cette petite humaine qui se trouve sous la protection d'un golem. Dans cet univers, les golems ont une durée de vie de 100 ans, pas un jour de plus, pas un jour de moins. Ce golem a 98 ans, il est normalement chargé de la protection d'une forêt, mais il va prendre sous son aile cette petite humaine, puisque on vit dans un univers où les humains ne sont plus franchement bien accueillis. Il y a eu une guerre entre les créatures et les humains et Somali du coup court un danger du seul fait d'être humaine. Ça va être du coup une histoire d'aventure où ils vont aller d'univers en univers, de monde en monde, de petit village en petit village en faisant des rencontres et donc en essayant de retrouver les parents de Somali puisque le golem sait qu'il va décéder dans 2 ans et qu'il n'aura pas un jour de plus ou pas. Et on va découvrir du coup ce duo un petit peu atypique et c'est vraiment merveilleux. Déjà, les illustrations sont absolument sublimes. Je vous l'ai déjà dit, je crois en plus dans un book haul ou quelque chose comme ça, mais c'est peut-être les plus belles illustrations que j'ai pu voir dans un manga avec une richesse de l'univers incroyable et du détail qui est franchement qui a rien à envier au BD et c'est un peu ce que je pensais très longtemps la culture manga. Et en plus de ça, il y a beaucoup de symboles au sein de ce manga, que ce soit avec la nature, et l'environnement et aussi avec la diversité qui est très intéressante. C'est très enchanté, c'est très doux et en même temps ça fait réfléchir, donc voilà, c'est un manga que j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette update lecture. J'espère que vous aurez trouvé en toute cette sélection des idées de lecture et puis l'envie de découvrir un ou plusieurs ouvrages. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.